Yvous me dit, c'est certes choquant et désolant, mais y a-t-il une raison objective qui peut excuser la démission de Nice en Coupe d'Europe? Pourquoi a-t-on l'impression que ça ne les intéresse pas, cette compétition? Y a-t-il un problème de profondeur d'effectif? Il n'y a pas un problème de profondeur d'effectif, il y a un problème d'effectif. Quand tu as 10, 15 blessés, il est évident que tu vas puiser dans des joueurs sur lesquels tu ne comptais pas au début de la saison, et que c'est le problème de Nice. Le problème après, c'est qu'il y a des adversaires dans le parcours des Niçois qui étaient, me semble-t-il, tout à fait à leur portée, même avec une équipe très amoindrie. Et que, au bout de 6 matchs, avoir 2 points, ça me paraît être extrêmement décevant. Et effectivement, ça fait peu de bruit parce que le reste des clubs français sont plutôt performants. Kiki Détown me dit, la période des fêtes arrive à grands pas. Qu'as-tu prévu de faire pour Noël et le jour de l'an? Alors Noël, on est avec la famille du filleul de Mélissa, qui sont des grands amis à nous. Donc dîner à la maison, brunch le 25. Et le jour de l'an, pour l'instant, j'ai posé la question à Mélissa l'autre jour, on n'a rien prévu. Tout à fait possible qu'on reste chez nous d'ailleurs, parce qu'on n'est pas tellement fan des fêtes sur commande. Puis bon, moi, le challenge, c'est déjà de tenir jusqu'à minuit. Gigi me dit, une rencontre Blouko-Marc Keller et les représentants des supporters est-elle envisageable pour fédérer tout le monde? C'est l'intérêt du club, il me semble, qu'au moins chacun écoute l'autre sans dogmatisme. Oui, mais ok, je veux bien entendre ça, mais quand tu veux rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire les supporters qui sont toujours à l'affût du truc qui va pas pour pouvoir poursuivre leur grève. Maintenant, aujourd'hui, leur revendication, c'est de rencontrer Gbali, le propriétaire. Mais tu fais des banderoles contre lui, tu fais grève pendant 15 minutes. Expliquez-moi dans quel rêve ça peut donner envie à Gbali de se dire, oui, je vais aller parler à ces gens qui font des banderoles contre moi, qui font grève contre mon équipe. Non, je suis désolé. Encore une fois, moi j'ai dit tout à l'heure, si j'étais joueur de Strasbourg, je n'irais pas saluer le COP à la fin des matchs. Si j'étais avec Gbali, je dirais allez crever avec votre grève et vos banderoles. Et puis il y a un autre problème, c'est que lors du dernier match contre Reims, il y a eu des bagarres dans la tribune, des supporters de Strasbourg qui se sont cagoulés pour aller frapper d'autres joueurs, parce que justement dans cette tribune, il y avait des gens, parce qu'il faut savoir que dans cette tribune, il y a des gens qui ont été reversés d'autres tribunes à cause des travaux. Donc des gens qui se retrouvent un petit peu contraints et forcés dans cette tribune et qui sont pas là et qui ne cautionnent pas tout ce qui s'y passe. Donc ils mettent une banderole contre le club, contre Blouko, contre Gbali, contre Marc Keller, et ils veulent l'enlever. Et des mecs se cagoulent pour aller les frapper. Attention. J'ai très longtemps dit que Strasbourg avait un des tout meilleurs publics de France et que l'ambiance y était magnifique. Je pense que l'ambiance n'y est plus magnifique. L'ambiance est délétère. La grande majorité des supporters de Strasbourg ne comprennent pas la position des UB90. J'aimerais, mais c'est un vœu pieux, qu'ils aient l'intelligence d'arrêter leur grève, mais ça n'arrivera pas parce que, voilà, je veux dire, quand t'es con, c'est pour la vie. John Dale me dit, ne penses-tu pas que les joueurs de foot ne supporteraient pas mieux les cadences infernales s'ils avaient une vie moins dissolue, alcool, ballon d'azote, virée nocturne, sportifs de haut niveau? Certes, ils ne sont pas tous ça, aussi des exigences. J'ai beaucoup fréquenté de footballeurs dans ma vie, je suis beaucoup sorti avec des footballeurs dans ma vie. Je peux te dire quand même que la grande majorité ne boit pas, ne fume pas, ne consomme pas de produits interdits. Donc je pense que c'est un faux problème. Effectivement, quand t'en as peut-être quelques-uns qui ont des mauvais comportements, mais encore une fois, faire une généralité dessus, ça me paraît très exagéré. Puis je pense surtout que quand tu joues tous les 3 jours, t'as encore moins l'occasion de sortir et de faire le con. Sébastien Bailly me dit, penses-tu que le PSG va finir par se remettre en question en voyant tous ses joueurs partir avec une grosse rancœur contre le club? Non. Pourquoi veux-tu qu'ils se remettent en question, puisque, je veux dire, ce sont eux qui ont décidé
de se séparer de cette façon des joueurs. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de joueurs qui quittent le club un peu comme des voleurs. Hein. Thiago Silva, Cavani, même si Cavani c'est de sa faute puisqu'il n'a pas voulu participer au Final 8 avec le club parce qu'il voulait trouver un club. Super. Mais bon, machin, Verratti a eu des adieux vite fait. Neymar, il a quitté le club après un match amical en Corée. Mbappé, on n'en parle pas. Danilo, on n'en parle pas. Je pense que savoir honorer des joueurs qui ont disputé plusieurs saisons sous ton maillot, 4 ou 5 comme Danilo, comme Neymar, 7 comme Mbappé, ça me semble être la moindre des choses. Je pense que là, on est dans un fonctionnement typiquement qatari, c'est-à-dire que on fait un peu de cas de l'être humain et de ses sentiments, et qu'effectivement, en plus, je pense que c'est une très mauvaise pub pour le club, parce que des joueurs majeurs peuvent se dire est-ce que je vais signer dans un club qui, peut-être dans 4 ans, va me foutre dehors en catimini à la sortie d'un pauvre match amical à 10 000 km de chez moi, de chez nous. C'est peut-être un manque d'éducation, un manque de considération de l'être humain, c'est une évidence. Et c'est pour moi extrêmement regrettable. Massia13 me dit « Merci pour tes vidéos, je t'en prie. À ton avis, pourquoi on ne parle pas de l'affaire Théo Hernandez alors que pour Mbappé, c'était sur tous les médias ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que visiblement, il s'est passé à peu près la même chose avant l'Euro à Milan. Je l'ai su. Je l'ai su parce que ça s'est passé dans un restaurant et que j'ai une amie qui est de la famille du patron du restaurant, et que Théo Hernandez s'était déjà là très mal comporté avec des femmes. Effectivement, là en plus visiblement il y a des vidéos claires sur les incidents qui se sont passés. Il faut croire que Mbappé ça fait bien plus vendre que Théo Hernandez, qui finalement n'est entre guillemets qu'un latéral. Après l'histoire est pas finie, hein, mais effectivement, il y a là un deux poids deux mesures extrêmement choquant. Yvous me dit Bruno Genesio fait sa meilleure saison en tant que coach depuis ses débuts. Malgré les nombreuses blessures dans l'effectif, sa gestion et sa réussite sont insolentes. Vois-tu Lille tenir le cap et rejouer la Ligue des Champions la saison prochaine? Je pense qu'en l'état actuel des choses, ouais, Lille peut jouer la 4e place probablement avec Lyon. Je pense que Lyon a des moyens offensifs supérieurs à Lille, mais que Lille a une équipe plus équilibrée que Lyon. Après, quand on parle de Lyon, on ne sait pas quels sont qu'est-ce qui va se passer au mercato d'hiver, puisque je rappelle quand même que le club est sous le coup d'une rétrogradation en Ligue 2 à la fin de la saison, et qu'il va probablement falloir vendre. Alors, c'est évident que si tu vends Cherki et Fofana, t'as plus la même équipe derrière. Parce que c'est pas en vendant Zaha ou Orban que tu vas colmater les trous financiers du club. Oui, je pense que Lille a tous les atouts pour jouer la 4e place. D'autant qu'ils enchaînent de façon assez incroyable les matchs. Faut pas oublier qu'ils ont joué 6 matchs de Ligue des Champions, mais 4 matchs de tour préliminaire avant. Quand ils ont joué contre l'OM, ils avaient joué 10 matchs de plus que l'OM, 15 contre 25. Donc c'est évidemment un fossé énorme. Et bravo à Lille, parce que c'est surtout une équipe qui, j'ai envie de dire, elle aspire l'âme de ses adversaires. Elle s'adapte au rythme de l'adversaire. Si elle a une équipe qui sort pas et qui joue en défense, ben voilà, elle adopte un style de jeu pépère et finalement assez économique sur le plan physique. Quand le match est très engagé et joué sur un rythme soutenu comme à Marseille, ils se mettent au niveau, et cette faculté d'adaptation des Lillois est probablement ce qui m'épate le plus chez elle. Cunigno me dit, question un peu provocatrice. Tu as direct tweeté sur la clôture de l'affaire Mbappé en Suède, où tu avais raison depuis le début, bravo. En revanche, on ne t'entend pas sur la décision de la LFP qui donne raison au PSG contre Mbappé. Ta réaction? Je ne sais pas si la LFP
a donné raison au PSG contre Mbappé, elle a déclaré la demande de Mbappé irrecevable pour la commission de discipline de la LFP. De toute façon, il est bien évident depuis le début que tout ça va se terminer au prud'homme entre le Paris Saint-Germain et Mbappé. J'ai pas d'ailleurs tweeté non plus à chaque fois qu'il y avait une décision favorable à Mbappé sur les autres juridictions précédentes. Donc tout ça, de toute façon, tous ces organismes qui se prononcent et qui n'ont qu'un avis consultatif sur la chose, je trouve pas que ça ait grand intérêt. De toute façon, ça se jouera au prud'homme. Au prud'homme, je ne vois pas, encore une fois, comment le PSG ne peut pas être condamné à payer à Mbappé ses 3 mois de salaire non versés avec des intérêts, bien évidemment. Le reste des primes, voilà, ce sera une discussion. Et puis, excuse-moi, entre une affaire de gros sous, entre un club de Qataris et un mec qui est blindé d'oseille, ça me paraît pas non plus, ça me paraît être infiniment moins important que le classement dans une histoire de viol où, encore une fois, je le rappelle, son nom n'a jamais été cité. Je dis ça parce que quand on lit les articles de merde qu'il y a pu avoir sur pratiquement tous les médias, c'est-à-dire clôture de l'affaire Mbappé pour viol, mais quelle affaire Mbappé pour viol? Il n'a jamais été cité, il n'a jamais été entendu par la police, il n'a jamais été convoqué, il n'a jamais été suspecté. Tout ça, c'est des trucs qui ont été montés en épingle sur la foi de 2 tabloïds de merde en Suède. Donc, je pense qu'effectivement, pour le coup, là, il y a 2 plans, 2 poids, 2 mesures. Louis Blanc fumier. Ah bah dis donc. Tu publiais récemment une photo de toi générée par l'IA. Que penses-tu de cette technologie et penses-tu que cela puisse mettre en danger la profession de journaliste? Oh bah, si c'est pour diffuser une photo de moi en train de manger des légumes, en étant, je pense, plus gros que je ne le suis aujourd'hui et avec des cheveux moins blancs qu'ils ne le sont aujourd'hui, je pense que ça ne remet pas en cause l'équilibre de l'économie mondiale. Bon, après, je pense que l'IA, elle est capable de faire beaucoup mieux ou même bien pire que ça. Comme tout vieux con qui se respecte, je suis pas encore totalement familiarisé. Honnêtement, j'ai pas besoin d'intelligence artificielle pour ce que je fais. Donc, je ne l'utilise pas, mais j'imagine qu'il y a bien des secteurs où ça va être effectivement très utile.